Merci à tous d'être présents pour cette session de l'Agile Tourboard. C'est bon, Stéphane? Ok. Raja m'a tendu une petite perche, donc je vais commencer par expliquer le titre de ma session. Plus fort? Ok, ça marche. Ce qui fait un peu la hype actuellement, c'est tout ce qui finit par du DD. Vous avez sûrement entendu parler de TDD, BDD, DDD, SDD, Stride Driven Development. Il y a eu des battles un peu virulentes ces derniers mois sur LinkedIn notamment pour les adeptes du TDD et du SDD. Moi j'avais envie de parler de sujets un peu moins hype, sauf que pour être accepté dans une conf, il faut un titre un peu hype. Donc injection un peu contradictoire, je me dis est-ce que je mets un titre hype pour parler d'un truc no hype. Donc je me suis dit je vais inventer le no hype driven development et l'idée c'est de se dire on veut arrêter de faire du développement hype. Voilà un peu l'historique de ce titre. J'ai plusieurs titres en tête, c'est celui-là qui a gagné les votes. Ok, bon, le petit slide pour remercier nos sponsors. Comme tous les ans, c'est grâce à eux que l'événement a lieu. On les remercie tous. Parenthèse pub de 10 secondes. Donc, je suis parti d'une boîte qui s'appelle Wanted qui développe des extensions et des applications sur Internet pour gagner du pouvoir d'achat avec la possibilité de tester automatiquement les codes promo, d'avoir du cashback. Donc si ça vous intéresse, on est une startup bordelaise, je vous invite à aller voir. Et accessoirement, on recrute côté dev. Ok, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi c'est Christophe, 42 ans, c'est un peu l'âge canonique dans le dev. Je suis développeur depuis un peu plus de 20 ans. J'ai eu plein de casquettes, on va dire, dans ma vie professionnelle, de dev, de chef de projet technique, de lead, de responsable technique, d'ingénieur DevOps, de coach craft, de formateur. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai un poste de VP Engineering chez Wanted, donc dans ma startup, où je gère la partie tech. Donc il y a 10 devs dans la boîte, l'idée c'est de gérer un peu tout ce qui est delivery, technique, etc. Bon, petit disclaimer, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette presse est lié à mes opinions personnelles. Je ne vais pas hésiter à critiquer certaines choses. J'espère que je ne vais pas en choquer certains. L'idée c'est d'en discuter si besoin après. Voilà, en tout cas je vais poser le cadre. L'idée c'est vraiment de se dire par rapport à toute mon expérience tech, voilà quelle est mon opinion. Pour être d'accord, pas d'accord. Je propose un plan en 3 parties. Je vais d'abord parler d'un ensemble de technos qu'on nous a, à mon sens, survendus. Je vais vous proposer de revenir aux bases et dans un dernier temps de faire un petit constat et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour éviter tout ça. Ok, première partie, c'est un peu ce que j'évoquais dans le pitch. Il y a souvent des technos qu'on choisit sur les projets pour de mauvaises raisons. Bon, il y a le fameux ça serait trop bien si j'avais cette techno sur mon CV. Et il y a beaucoup de projets finalement où on se retrouve avec des choix techniques et on se dit que la personne qui l'a mis en place, c'était vraiment pour se faire plaisir, pour tester quelque chose et pour se dire ah, est-ce que cette techno elle serait pas mal, alors qu'en fait c'est un environnement de prod, c'est soit sa boîte, c'est soit un client et on n'est pas là pour tester des choses et jouer, on est là pour être le plus efficace possible. Pour moi, c'est pas une bonne raison de se dire ce même c'est un faux livre qui propose d'avoir du développement drivé par le CV. Bon, il y a une autre chose, c'est que finalement, il y a de plus en plus de formations informatiques, notamment des formations courtes, où on dit tu peux être développeur en 5 mois, voire 10 semaines, etc. Et dans ce laps de temps très court, on n'apprend qu'une seule techno, par exemple une stack avec du Mongo, un langage front, etc. etc. Et un dev qui arrive sur le marché du travail, il sait faire que ça, donc fatalement, s'il connaît que ça, par facilité, il va prendre la techno qu'il connaît. Et dernière chose, le fameux Facebook l'utilise, qui est pour moi une illustration du cargo culte, où ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les îles du Pacifique. Il y avait des aborigènes qui recevaient des vivres via des avions qu'ils voyaient passer dans le ciel,
Eux, ils ne connaissaient pas du tout cette technologie. On dit, ah, c'est trop bien ces trucs-là. Ça permet d'avoir de la nourriture. On va essayer de faire pareil. Donc ils ont essayé avec de la paille de construire des avions de la même manière. Ils ont été un peu déçus du résultat. Et le fait de copier quelque chose qui a l'air bien et de se dire, ah, chez nous, ça marchera aussi, c'est pareil. Si on ne comprend pas pourquoi ça a été mis en place, c'est une erreur d'essayer de le réappliquer dans son contexte qui est forcément différent. Un autre point pour moi qui est important là-dessus, c'est que on nous appelle les techs pour résoudre des problèmes. L'objectif, c'est que on a des gens non tech, des gens du métier, du marketing, du produit, etc., qui ont un problème à résoudre. Ce problème, il y a du vocabulaire qui est lié à ce qu'ils utilisent eux. Donc là, c'est par exemple, si on est dans l'e-commerce, on va parler de panier, de marketplace, de clients, de tunnels d'achat, de produits, etc. Il y a des mots qui sont liés au contexte de l'entreprise, du problème sur lequel je travaille. Nous, en tant que dev, l'objectif, c'est de proposer des solutions. Et les solutions, en tant que dev, on a plein de manières de répondre à ces solutions, avec des moyens techniques. Donc, on va utiliser telle ou telle techno, je ne vous fais pas l'inventaire de toutes ces technos. Et trop souvent, les devs, ils vont se dire, ok, j'ai compris ton problème, voilà la solution, je vais mettre du Docker, je vais mettre une appli, machin, un truc. Et finalement, la personne en face qui n'est pas tech, elle dit, mais de quoi il me parle en fait? C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est résoudre mon problème dans ce langage-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on parle tous dans le langage du problème et le langage de la solution. C'est un truc qu'on doit discuter après entre tech. Mais se mettre d'accord sur quel est le problème, quelle est la bonne solution fonctionnelle, c'est rester dans les termes de l'univers du problème. Et finalement, le fait de choisir les bons mots-clés, les bonnes technos, pour moi, c'est juste un détail d'implémentation. Donc, c'est une petite private joke parce que c'est mon mug chez Wanted. C'est ma phrase clé. Ok. Autre chose, donc ça revient un peu à ce que je disais par rapport à Facebook. Chaque techno va être intéressante dans un contexte donné. Et le plus important, c'est de faire son choix en connaissance de cause. Donc de connaître les autres options. Si on fait un choix par défaut, par contre on ne connaît pas les autres options, fatalement on va être biaisé, on risque de faire un choix qui n'est pas bon et qu'on va juste faire là, par contre on connaît que ça. Je ne sais pas si vous connaissez Maslov, il parlait, à partir du moment où on sait utiliser comme marteau, tous les problèmes vont ressembler à des clous. Donc si on connaît qu'un outil, finalement on va essayer de tout faire rentrer dans le même moule, alors que il n'y a pas d'outil parfait, il n'y a pas une techno ou une solution qui va marcher à tous les cas, dans tous les coups. Ouais. À tous les coups, dans tous les cas. Merci. Quel que soit le problème qu'on a à résoudre. Je suis un peu malade aujourd'hui, j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Ok. Quelques exemples de ça. J'ai dit que j'allais dire du mal certaines technos. Le NoSQL. Exemple, historiquement, on a une techno très stable qui répondait à plein de cas, qui s'appelait le SQL, où on fait des requêtes sur une base relationnelle. Sur tous les problèmes cruds, ça y répond très simplement. Il y a eu des choses nouvelles qui apportent des réponses à des problèmes souvent plus évolués, avec du NoSQL. Donc, je peux prendre l'exemple de MongoDB. Globalement, toutes les solutions NoSQL, j'ai noté quelques exemples. Ça permet de gérer une structure de données plus flexible, une plus grande scalabilité horizontale, etc. Bon, il y a plein d'avantages. C'est pas quelque chose qu'il faut jeter. Par contre, ce qui me choque, c'est de voir des étudiants qui sont en école, par défaut, ils ont un petit POC à faire, du CRUD, ils prennent du MongoDB. Par défaut, c'est le standard pour eux, ils connaissent que ça. Et c'est justement parce qu'ils connaissent que ça qu'ils partent là-dessus. Alors que Mongo ou toute solution NoSQL, elle va amener plein d'autres problèmes dont ils ne se rendent pas forcément compte. Donc c'est vraiment à utiliser dans des cas spécifiques, c'est peut-être, je dis un chiffre hasard, mais 5% du cas. Et on a le cas standard, le SQL, qui a toujours marché, qui répond à notre problématique la plupart du temps. Bon, même chose, on avait des API type REST, est arrivé GraphQL. De la même manière, GraphQL, il permet de répondre à des demandes des clients qui sont très différentes, il permet d'optimiser les données réseau, il a plein d'avantages, mais encore une fois, il répond à des use cases très spécifiques dans certains cas, et se dire, on est une petite boîte, on veut essayer quelque chose, on va tout mettre en GraphQL dès le départ,
pour moi, c'est overkill. Donc on est encore dans des cas spécifiques où tout le monde ne rentre pas dans ces cas-là. Je généralise un peu ce cas-là à des solutions que nous proposent les grands du web, donc les GAFAM. On va y aller. Les microservices, donc ça marche chez Uber, ça marche chez Netflix. Bon, en tout cas, ça marchait à une époque. Chez eux, c'est peut-être approprié, c'est encore en débat, mais dans votre petite entreprise, dans votre start-up, vous n'êtes pas Google, vous n'êtes pas Facebook, vous n'êtes pas Apple, il y a de grandes chances que cette solution soit overkill et qu'elle vous amène plus de problèmes qu'elle vous amène de solutions. Il y a une conf d'Arnaud Lemaire, les microservices, c'est pas automatique, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça va tirer des problèmes de latence, de pouvoir gérer les fallbacks, comment on fait des transactions multiservices, comment je fais pour avoir une traçabilité sur mes différents services. En fait, je crée des nouveaux problèmes avec la solution que j'implémente. Et l'objectif d'une solution technique, c'est d'avoir quelque chose de simple et de ne pas se créer des nouveaux problèmes. Si on se crée des nouveaux problèmes, finalement, on ne résout pas le problème initial de ma personne du métier. Elle s'en fout en fait que j'ai des problèmes parce que c'est des microservices. C'est mon problème à moi. Je ne dois pas impacter le business à cause de ces choix techniques. Bon, dans la même veine, Kubernetes, je pense que dans la plupart des contextes, c'est une techno relativement overkill qui génère beaucoup de complexité, qui génère des personnes dédiées pour le maintenir, alors que finalement, avec des solutions beaucoup plus simples, on peut clairement faire le travail. Je ne rentre pas dans tous les détails des technos, mais vous voyez l'idée. Je vais même aller un peu plus loin. Des fois, il y a des nouveautés. La personne qui l'a inventé, elle pense que c'est génial, mais en fait, ça ne marche pas. L'idée, pourquoi pas, sur le principe, le stick à beurre, il y a une personne qui a eu cette idée-là, pourquoi pas. Après, le marché a choisi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et il y a des choses qui finalement sont révélées être de mauvaises idées. Donc c'est pas parce que c'est une nouveauté qu'il faut se dire « Ah, c'est quelqu'un l'a pensé, l'a imaginé, l'a créé, que ça répond à un vrai problème et qu'on ne pourrait pas vivre sans ». C'est des inventions réelles, c'est pas des images génériques de l'IA ou autre. Ouais, Guillaume ? Est-ce qu'avec le stick à beurre, la tartine retombe toujours du côté beurré ou est-ce que ça change ? Je sais pas, j'ai pas étudié jusque-là, mais peut-être on a des gains là-dessus. Si tu veux reprendre l'invention, je pense que le brevet est dispo. Ok. Bon, il y a une techno que je mettrai là-dedans. Je vais pas me faire des amis, mais c'est les ORM finalement. ORM, petite récap, on a une base de données relationnelle, on génère du code et comme on ne sait pas trop comment marche la base, comme on ne sait pas faire du SQL, c'est très facile. On pilote ça sur notre code et on ne sait pas quelles sont les requêtes qui sont générées. Donc quand on a quelque chose de facile à faire, ça devient extrêmement facile. Par contre, quand on a quelque chose de difficile à faire, ça devient extrêmement difficile. Alors, finalement, les requêtes qui sont générées, il faut aller les retravailler. Et à un moment, si on ne sait pas faire de SQL, on se retrouve avec plein de problèmes. On a des surcoûts d'infra, on a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on a voulu aller vite. Donc on a cette impression de simplicité, mais finalement, on y perd beaucoup avec la complexité des requêtes, la complexité de la performance qui se dégrade sur nos serveurs. Et on en vient toujours au même sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les nouveaux devs ne savent pas faire de SQL, c'est plus facile pour eux de passer par cette solution-là. Mais au lieu de comprendre que la route cause, c'est qu'ils ne connaissent pas le langage qui est essentiel, qui existe depuis 40 ans et qui est toujours là, ils essaient de le contourner. Et je pense que c'est une mauvaise chose. Ok. Je vais un peu vite. Bon, là, j'ai remis à jour un slide que j'avais déjà fait avec les technos côté front. Bon, on n'est plus dans les années 2015-2016 où c'était très compliqué de suivre, mais des frameworks front, il en sort très régulièrement. Et savoir quelle techno adopter, c'est pas facile. Et bon, il y a un mème très connu, il y a un site qui s'appelle depuis combien de jours il n'y a pas un nouveau framework JavaScript. Bon, dur, il y a un 0. Bon, voilà ce que ça peut donner une fois qu'on l'a mis en place. Donc,
c'est la volonté de faire toujours une nouvelle techno alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle nous apporterait par rapport à l'ancienne. Et dès qu'il y en a une qui sort, on dit ah, de toute façon ça va écraser tout le reste et il faut tout changer. Et c'est pas parce qu'on va apprendre un nouveau framework qu'en tant que développeur on va devenir meilleur. Ça ne nous donne pas des compétences supplémentaires. Et je vais finir cette partie sur les cimetières des technos abandonnés. Donc il y a plein de technos aussi où faites attention de ne pas rester enfermé sur des choses où généralement c'est les grands du web, c'est les GAFAM qui nous ont dit cette techno, c'est sûr, vous allez voir, ça va être durable. Et les gens qui sont partis sur Silverlight, AngularJS, l'ancienne version du Flash, etc., on se rend compte que ces technos-là, elles sont dépréciées, donc rester à minima à jour sur des choses qui ne sont pas obsolètes. Donc trouver ce curseur entre la hype et l'obsolescence. Bon, vu que j'ai pas envie de me faire des amis aujourd'hui et que je suis dans un agile tour, je vais parler aussi très rapidement de la hype pour les frameworks agiles. Donc il y a plein de boîtes qui essaient de mettre en place certains frameworks parce que c'est bien et parce que des grosses boîtes l'ont fait. C'est un framework qui est centré sur le client. En moins de 5 secondes, trouver le client. Ok, il n'y a pas beaucoup de sessions aujourd'hui sur Safe. Ok, voilà pour cette première partie. J'ai dit du mal de plein de choses. Vous allez me dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On l'attend en tournant. Est-ce qu'il peut être un peu constructif des fois? Ok. J'ai essayé de lister l'ensemble des choses, des bases sur lesquelles notre métier s'appuie, de mon point de vue, encore une fois. Pour moi, en tant que dev, au service d'une entreprise, on nous demande 3 choses. J'illustrerai avec des bouquins, c'est juste pour le principe. De réussir à livrer vite, à itérer rapidement, à mettre des choses en production. On nous demande de faire les choses bien, d'avoir du code maintenable dans le temps, qu'on puisse reprendre et qui soit facile à modifier et qui soit durable. Et on nous demande de faire les bonnes choses. Donc de ne pas prioriser des choses qui n'apportent aucune valeur à l'entreprise. J'ai essayé de me remémorer d'où ça vient tout ça, quel est l'historique derrière toutes ces pratiques. J'ai fait comme nos amis pirates, je suis allé repartir dans l'histoire et j'ai fait une petite frise du temps à ma manière. Donc j'ai choisi des dates de manière celles qui me semblent importantes pour moi. Elles seront forcément discutables, mais il fallait les mettre sur une frise. Donc j'ai essayé de voir entre 1968 et 2024, je vous dis juste après pourquoi 1968, et donc aujourd'hui 2024, de quand datent ces pratiques qui pour moi sont les axes fondateurs de l'état de l'art actuel. 1968, c'est la crise du logiciel. Il y a un certain Dijkstra qui demande à tous les grands ingénieurs de l'époque de se réunir. Ils sont une cinquantaine. Ils se réunissent à Garmisch, une conférence organisée par l'OTAN. Et leur objectif, c'est de se dire, ok, quelles sont les bases de notre métier qui vont éviter de continuer dans cette crise du logiciel où on est tous impliqués et où on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est là que pour la première fois le mot génie logiciel ressort. Il parle le cycle de vie du logiciel, de comment réussir à faire un travail efficace en tant que développeur. Ils pensaient sortir pas mal de choses et ils sont mis d'accord sur 3 choses qui sont pas folles. Les langages de plus haut niveau sont plus efficaces que l'assembleur. Ok, on est toujours d'accord. La compilation locale est plus efficace que sur une machine distante. À l'époque, c'était pas clair. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de débat. Et la programmation structurée est mieux que les GoTo. Je pense qu'on est aussi tous d'accord là-dessus. On part de là et c'est à peu près tout ce dont ils étaient d'accord à l'époque. Donc on est sur un métier qui a encore du mal à trouver une industrialisation. Une date qui pour moi est importante, c'est le bouquin de Fred Brooks, c'est The Mythical Man Month. Donc il y a plein de choses qui sortent de ce livre et qu'on applique encore dans nos pratiques actuelles. Bon.
c'est pas en ajoutant des développeurs à un projet en retard que ça ne fait que l'empirer. Vous n'avez pas d'exemple autour de vous, ça peut arriver, hein, j'espère pas. C'est connu depuis 1975. Quelque chose qui est assez lié, les coûts de communication augmentent avec le nombre de personnes. Plus on met de personnes sur un projet, plus ça oblige les gens à communiquer entre eux les uns les autres, ça crée plus de canaux de communication, ça crée plus de complexité, on a besoin de plus de personnes pour les gérer, et ça devient un cercle vicieux où finalement on a plus de gens mais on ne fait pas plus de choses. Et dernière chose, c'est un très connu de son bouquin, c'est 9 femmes ne font pas un bébé en un mois. C'est pas parce qu'on va essayer de pas. Il y a des choses dans notre métier qui se paralysent pas facilement, et donc c'est pas en rajoutant des gens qu'on va réussir à aller plus vite et à faire des choses plus vite. Bon, il y a d'autres choses dans ce bouquin, il parle de complexité accidentelle, etc. Plein d'autres choses qui sont intéressantes, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. On est toujours sur le début de ma frise. Ok, je continue, 82. Il y a eu déjà une citation de Deming ce matin par Alexis. Donc son bouquin Out of the Crisis, il sort un certain nombre de choses. Donc, c'est lui le premier qui parle d'introduire la qualité de la conception, donc dans le Lean, le Building Quality, etc. Abattre les barrières entre les départements, faire en sorte qu'il n'y ait pas les gens de l'IT, les gens du métier qui sont avec des directions différentes, avec des objectifs différents, qui se tirent dans les pattes. C'est pas des choses qui arrivent encore de nos jours, heureusement. Et un focus sur l'amélioration continue. C'est le premier qui commence à utiliser ce terme en 82. Bon, je continue à avancer dans ma frise. 85, j'ai triché. Ça s'appelait pas le trunk-based développement, mais en tout cas, c'est le premier contrôle de source où Walter Tiki nous préconise le plus souvent de travailler sur la branche principale. Et il y a 2-3 cas où il préconise de faire des branches courtes et de revenir sur la branche principale. En tout cas, c'était le précurseur sur le contrôle de source et sur le fait de travailler sur une branche principale et d'avoir un workflow plutôt simple. 88, et je suis toujours sur la première moitié de ma courbe, de ma frise. 88, il y a un journal qui s'appelle, un magazine, Journal of Oriented Object Programming. Il y a 2 garçons, Johnson, Foote, qui, pour les premiers, évoquent le concept d'inversion de contrôle, qui va se décliner derrière avec de l'injection de dépendance, etc., etc. C'est la première fois que cette idée ressort. L'article Designing Reusable Class. 91, je continue ma frise, le lean avec les grosses idées. Encore une fois, j'ai mis juste quelques éléments. On est vraiment en rupture avec ce qui se faisait dans le temps, avec le travail à la chaîne. J'ai choisi 91 parce que c'est le MIT qui a commencé à théoriser là-dessus. Le Toyota Production System, c'est les années 50. Si j'avais pris le Lean Software, c'était Tom Mary Poppendix, c'est 2003. Bon, j'ai choisi arbitrairement 91. Donc on parle d'élimination du gaspillage, réduction du temps de cycle, autonomie et responsabilisation des équipes, limite du travail en cours. Pour moi, c'est des choses qui sont encore d'actualité et qui sont les bases de notre travail actuel. 94, première fois, on fait des tests automatisés. Bon, c'est en small talk. Tout le monde n'a pas fait de small talk, bon, non plus. Premier framework de test, avec une interface graphique, où on a des tests qui passent au vert, au rouge, et où on arrête de faire des tests à la main sur du papier. Avantage des tests, une rapidité de la boucle de feedback en local quand on fait du dev, plutôt que de lancer à chaque fois son interface graphique. Et globalement, ça permet d'améliorer la qualité du code. Quand on commence à faire des tests, on se pose la question de comment notre code va être testé, testable, et ça améliore de manière notable ce qui est fourni, la conception. 94, c'est vraiment les prémices, côté Smalltalk. JUnit, le framework Java populaire, c'est 97. Après, il y a des papiers qui sont beaucoup plus vieux. Le mutation testing, par exemple, il y a des papiers de 70 qui en parlaient déjà, mais il n'y avait pas la techno associée. J'avance, je suis à peu près à la moitié de ma frise, là, si je sais compter. 28 ans d'un côté, 28 ans de l'autre. On parle d'intégration continue.
forcément juste après les tests. En 93, Microsoft sort un OS qui s'appelle Windows NT3. Et grosse révolution, c'est la première fois où ils se disent on va pas faire une release annuelle et on va tout builder à la dernière minute avant de livrer notre logiciel. Donc ils mettent en place quelque chose qu'ils appellent le daily build. Donc ça compile l'ensemble des sources tous les jours. Complètement révolutionnaire. Ils font passer des smoke tests. Donc une fois qu'ils ont fait ce package, ils essaient de voir si ça explose pas un peu dans tous les sens. Donc le terme intégration continue n'existe pas encore, mais c'est vraiment les prémices. Extreme Programming commence à populariser le terme à partir de 96, d'où la date que j'ai choisie. Et l'outillage se fait un peu plus tard. Le premier outil, c'est Cruise Control. Donc j'ai trouvé un screenshot que de 2004, mais l'outil est sorti en 2001. Cruise Control.net, etc. Je pense qu'il existe encore, mais beaucoup moins utilisé. 96 toujours. Bon, j'ai dû aller creuser un peu plus là-dessus. Il y a un papier de recherche de deux amis allemands qui parlent de pouvoir, dans le contrôle de source, avoir la gestion de la logique d'une fonctionnalité qui soit directement dans le contrôle de code source, avec deux fonctionnalités un peu différentes. En fait, ils commençaient à parler de feature flipping, de feature flag. Ils commençaient à s'outiller là-dessus. C'est vraiment les prémices, mais pour moi, c'est à ce moment-là qu'on peut dater ça. En 70, on évoquait un peu le sujet, mais pour moi, c'était pas assez mûr. Ok. Bon, je vais démarrer un tout petit peu la fin de ma frise, là. 99. Pareil, j'ai choisi de dater là. Le craftsmanship avec le bouquin Pragmatic Programmer, Andrew Hunt, Dave Thomas. Bon, je ne vous détaille pas tout, hein. La possibilité de faire du refactoring, la propriété collective du code, le code autodocumenté. Toutes ces choses-là, c'est à partir de là qu'on commence à en parler. Bon, celui-là, je vais aller aussi relativement vite. J'ai daté les pratiques agiles de 2001 et du manifeste. C'est logique. Donc, possibilité de faire de l'itératif incrémental, les 4 valeurs, les 12 principes, je ne vais pas revenir là-dessus. On n'est pas sur du logiciel, on n'est pas sur la tech pure, sur des pratiques, mais ça en tire en grand nombre quand on lit bien les 12 principes. Et globalement, tous les signataires, hein, c'est des techos. Hein. Conférence de Snowbird, 2001. Bon, celui-là, j'ai hésité à le mettre. Je n'avais pas envie de me positionner dans le débat TDD-SDD, mais c'était pour moi un dernier élément significatif. Je l'ai daté de 2002-2003 avec le bouquin de Ken Beck et surtout la partie BDD 2003 avec Dan North qui commence à nous parler de tout ça. La conception émergente issue des tests, la documentation vivante, le langage commun. Vous voyez toutes les idées qu'il peut y avoir derrière. Donc on est en 2003. Je vais arrêter ma frise là. Pour moi, toutes les pratiques qu'on utilise au quotidien là-dessus, elles sont toutes basées sur ça, et c'est juste une agrégation de tout ça. Donc en fait, en 2003, on savait déjà faire du logiciel tel qu'on devrait le faire. Ça tombe bien, moi j'ai commencé à bosser en 2003. Le problème, c'est que en 2003, je ne connaissais rien de tout ça. Aucune de ces pratiques. J'ai démarré dans une ESN à l'époque. Ma fiche de poste que j'ai retrouvée me demandait de faire un certain nombre de choses, mais on était très loin de parler de tout ça. Et quand on m'a dit, tu as du code, tu vas faire des tests, je fais ok, comment je fais des tests? Tu prends un fichier Excel, tu écris ton scénario, tu déroules, tu lances ton appli et tu mets une coche verte quand ce que tu as fait à la main dans ton logiciel fonctionne. Donc les tests automatisés, je n'en avais pas entendu parler. L'intégration continue, tout ça, complètement méconnu de ma part. À un moment, je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'industrie? Finalement, à l'époque, c'était pas connu. Hein. Quand je regarde, alors j'ai essayé de prendre des chiffres, c'est apprendre avec des méga pincettes tous ces chiffres, c'est histoire d'avoir des tendances. En 2001, globalement, de ce qui était Agile, Lean, Craft, XP, moins de 5% des gens connaissaient et savaient ce que c'était et disaient l'utiliser. Donc,
Bon, finalement, ça me choque pas trop que moi, en 2003, je connaissais pas. 2005, 2009, 2015, 2020, on va considérer qu'aujourd'hui, c'est l'état de l'art 2020. On voit que les chiffres montent avec le temps. On m'a fait remarquer que si j'avais mis waterfall, j'aurais eu peut-être les chiffres inverses. En 2020, on a l'impression que les chiffres ils sont bons. Mais si on creuse un peu, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. 90% des entreprises disent faire de l'agilité. Je pense qu'il y a déjà un biais, c'est que c'est des sondages issus d'entreprises qui font plus ou moins de l'agilité ou qui répondent au Agile Report. Donc il y a un biais de représentativité qui est énorme. Et je pense que dans les 90%, on a tout ce qui est, excusez-moi l'expression, mais agile in name only. C'est-à-dire tous les gens qui disent « Ah ouais, nous on est agile, on n'a plus de chef de projet, c'est devenu un Scrum Master. » Ouais, ok. Donc ce chiffre est pour moi gonflé, et les chiffres côté Lean, Craft, XP, même s'ils ne sont pas gonflés, c'est moins de 50%, et ça me suffit de dire que c'est pas encore, c'est l'état de l'art, mais c'est pas encore le standard de l'industrie. Et pour moi, c'est dommage. Pourquoi ces choses-là où, pour moi, il y a un accord quand même global sur le fait que c'est une bonne manière de faire, pourquoi c'est pas plus connu, plus développé? Bon, on arrive à la dernière partie. J'ai un constat qui est assez dur, hein, de se dire il y a des devs, ils seront hypés juste par les technos, alors qu'il y a des pratiques qui existent depuis plus de 20 ans et qui ne sont même pas utilisées. J'essaie de repartir du qu'est-ce qui est important pour nous dans une entreprise, qu'est-ce qu'on demande à nous en tant qu'ingénieurs. C'est avoir de l'impact dans l'entreprise. Donc, de répondre à un problème de notre métier, nos utilisateurs, les gens du produit, etc. Faire des choses simples. Alors, il y a plein de confs là-dessus, hein, mais faire simple, ça ne veut pas dire faire facile. C'est pas prendre le premier truc et le faire de manière crade. Faire simple, c'est compliqué. Et essayer de ne pas réinventer la roue. Finalement, pour paraphraser ce que je disais avant, l'état de l'art actuel, tout ce qui est DevOps, Accelerate, Lean, Extreme Programming, tout ce que vous voulez, tous les termes hype du moment, finalement, c'est uniquement une agrégation de tout ce qu'on a vu de 68 à 2003. Et il n'y a rien de vraiment neuf. Alors j'exagère un peu, hein, mais dans les grandes lignes, tout était déjà présent là. Et c'était pas encore assez connu, développé et utilisé partout. Bon, je vais faire encore un peu de polémique, hein. Donc pour moi, les pratiques d'ingénierie, que je vais représenter par cette image, c'était au JO cet été. Bon, c'était un tireur au pistolet turc qui tire avec des simples lunettes de vue, la main dans la poche, de manière très simple. Pour moi, les pratiques sont supérieures aux technologies. Pourquoi? Les pratiques, elles vont être plus stables dans le temps. Une pratique, on voit qu'elle a plus de 20 ans et elle est toujours d'actualité. Elle résonne toujours en nous sur ce qu'on doit faire au quotidien. Je ne vous ai pas mis les frameworks de 2003, hein, mais ça ne va pas être beau à voir. Les pratiques d'ingénierie, elles sont applicables sur toute techno. On peut faire de l'intégration continue sur du VB6 et industrialiser un logiciel qui est dans une vieille techno. Ça demande un peu de malice, mais c'est faisable et il y a déjà des gens qui l'ont fait sans trop de problèmes. Donc on peut réussir à être dans les meilleurs sans avoir les derniers artifices. Donc pour moi, n'investissez pas sur les mauvais sujets. Quand j'étais plus jeune, j'adorais tous les ans aller à la conf Microsoft à Paris, bon, pour croiser des anciens collègues, tout ça. Mais finalement, se dire, voir la dernière techno du moment, est-ce que ça va m'apporter quelque chose dans ma vie au quotidien de développeur? Je ne suis pas sûr. Les technos, elles sont périssables. Les pratiques, beaucoup moins. Bon, faut pas jeter les technos pour autant, parce que c'est quand même notre taf. Hein. Donc moi, ma préco, ça serait, il y a de la littérature là-dessus, hein, sur The Boring Technology, etc. Le fait de choisir des technologies éprouvées. Plus on va choisir des technos qui sont stables, fiables, on va pas avoir de surprise, pas avoir de problème, parce que c'est déjà des choses qui sont en prod depuis longtemps,
Et on ne va pas découvrir des inconnus. Je ne sais pas pour qui si ça parle pour certains. Des choses où on ne savait même pas qu'on pourrait avoir ce problème-là. Il y a un large support communautaire. Si la techno est mature, on va avoir plein de gens qui l'utilisent, on va avoir plein de sources sur le net sur le sujet. Et on va générer moins de complexité accidentelle à mon sens. Complexité essentielle, complexité accidentelle, c'est les deux manières de catégoriser la complexité d'un logiciel. Complexité essentielle, c'est ce qui est nécessaire par rapport au business qu'on implémente. Et on ne peut pas y couper. La complexité accidentelle, c'est lié à notre manière de l'avoir implémenté et qu'on pourrait ne pas avoir dans un logiciel. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum cette complexité accidentelle. Ok, dernière chose. L'idée, c'est aussi d'arrêter de valoriser les technos au moment du recrutement. Sinon, on est sur un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens ils disent « ouais, mais les recruteurs, ils cherchent des technos, donc moi, je vais mettre en avant mes technos. » Donc, on se retrouve avec des CV, on voit en gros paquet les compétences techniques. Nous, on est en train de recruter en ce moment, et quand je vois des candidats qui postulent, ils me disent « ah, ben j'ai fait tel projet avec du GraphQL, du MongoDB, du Rabbit, du machin, et en fait, il me met un pavé de 10 lignes, et je ne sais même pas fonctionnellement sur quoi il a bossé. » Et ça, je trouve ça hyper dommage de se dire bah, c'est la techno qui prend le dessus sur tout. Donc en tant que candidat, pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Et j'essaie de me forcer maintenant, quand je reçois un CV, je ne lis pas la partie techno, parce que c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et limite, quand il me présente son parcours, la personne me parle que des technos, c'est pour moi un red flag. Parce qu'en fait, il se concentre que là-dessus, et pas sur son impact produit et business. Et on a la même chose côté recruteur. Bon. J'ai pris une annonce, je crois que c'est sur l'APEC, je ne sais pas où. Et finalement, la plupart des lignes, c'est des technos qu'on va demander. La mission de la personne, ça parle que de techno. Je ne sais même pas quel est le contexte métier dans lequel la personne va bosser. Et on n'est pas là pour faire de la tech pour de la tech. L'objectif, c'est qu'on a quelqu'un qui a un problème où il faut y résoudre son problème. Et si on fait ça, on passe complètement à côté du sujet. Bon. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de répondre aux problématiques qu'on nous a demandées. Bon, je ne vais pas arriver loin de la fin. Je voulais finir sur une note un peu positive côté techno. Il y a aussi des technos qui... on ne pense pas que ça va être des technos qui vont devenir des standards. Et puis finalement, c'est le cas. Il y a une techno qui est sortie, Microsoft a proposé une nouvelle norme, une surcouche à JavaScript qui transpilait. Quand c'est sorti, tout le monde a dit c'est quoi cette nouveauté de Microsoft. Je me souviens, il y a 10 ans, hein, à BDX.io, les gens disaient ah non, pas de conf là-dessus, c'est une niche de Microsoft, ça ne marchera jamais. Bon, à l'heure actuelle, TypeScript, c'est en train d'écraser le marché côté JS. Ils en viennent même à... Ça influence la spec, où ils commencent à parler dans les dernières docs de JS0, JS Sugar, etc., de se dire on a plusieurs accumulations de précompiles et on en est à transformer le langage par cette nouveauté qui est en train de la révolutionner. Donc il y a effectivement des technos qui révolutionnent notre monde, mais c'est l'exception et c'est pas la majorité. Je vous ai mis ici quelques références qui m'ont pas mal inspiré. Une conf de Hadi Hariri sur le Silver Bullet Syndrome, Dan Kenley dont je vous parlais tout à l'heure. Sur toute la partie historique, c'est Laurent Bossavi. Bon, il y a plein de phrases historiques de Arnaud Lemaire, JB Dussault, Jérôme Aboustin, tout ça qui m'ont forcément inspiré des discussions sur le Slack au Kiwi ces dernières semaines. Et je vous remercie pour être présent aujourd'hui à cette conf. On a une dizaine de minutes, je pense, pour les questions. J'ai été assez rapide. Tu me dis où je vais. Ouais.
J'avais une petite remarque à chaud sur le coup des CV et des recruteurs. Oui. Plus soit c'est l'enfer. On ne sait même pas où on peut aller bosser. Et quand on leur demande, mais c'est comme s'ils avaient honte de nous dire ah bah oui, c'est de la banque, oui, c'est du e-commerce. Enfin, après, il y a des domaines qui n'attirent pas, je pense. Ouais, de peur que ça fasse fuir. Et donc, les technos sont sexy et le métier fait peur. Pour moi, là, c'est bizarre. Ok. Mais Est-ce qu'il y a d'autres gens qui... Comment ils arrivent à justifier parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, je ne sais pas. Je sais pas trop. Moi, je sais que maintenant, j'ai des candidats, ils ont toutes les technos sur le CV et je les refuse avant de les voir en entretien. Il y en a qui ne comprennent pas et qui me disent « mais pourtant, j'ai toutes les technos ». Je fais « oui, mais moi, je ne veux pas que quelqu'un qui fasse les technos, je veux quelqu'un qui soit impacté par ce qu'il fait côté produit ». Mais j'ai pas de solution pour ton problème. Sinon. Ça passera, c'est la mode, ça passera. J'espère. C'est une hype. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Hop, ici. Déjà, je te remercie pour ta conf. C'était enrichissant, intéressant. Merci. Et refaire l'historique, c'est toujours bien. Moi, il m'a manqué juste une dimension. Ouais. Tout ce qui est containerisation, Docker, tout ça, tu en as parlé très vite fait. Oui. Mais c'était par rapport au fait que ces technos-là Oui. ont également amené aussi des pratiques, pour le coup. Oui. Tu parles de TypeScript qui a amené un standard. Oui. Mais pour moi, containerisation, bien sûr, il ne faut pas en manger à toutes Oui, les oui. sauces, évidemment. Mais Docker, c'est une grosse innovation, je suis d'accord, qu'elle aurait mérité d'être dans la frise. Bon, ça me flinguait un peu ma frise. Ah, t'avais pas la place, ok. Non, mais volontairement, je coupe à 2003 pour dire, en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf, mais oui, Okay. j'ai coupé 2-3 choses. Et effectivement, c'est presque malhonnête de ma part de ne pas les évoquer. Ok. Mais oui, Docker, c'est une énorme évolution dans le dev logiciel. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Ouais, comme tout le monde, merci pour la conf. Moi, je suis plutôt d'accord avec les technos sont liés à un contexte et à un besoin, mais Oui. ok, c'est intéressant de savoir quand et comment choisir une techno. Et est-ce que tu as un petit framework, des petites suggestions à ce sujet? Parce que c'est là toute la complexité. À quel moment on choisit quelle techno? Le plus tard possible. Nous, par exemple, on se pose des questions dans notre contexte à refaire notre appli mobile, à changer un peu ce qui apparaît sur les stores, etc. Et on a plusieurs idées en tête de ce qu'on voudrait faire. Est-ce qu'on part sur du React Native? Est-ce qu'on part sur du Kotlin multiplateforme? Est-ce qu'on fait directement? Est-ce qu'on fait du React pur qu'on wrap dans un browser? Enfin, il y a plein de manières de faire avec les technos qu'on a sur notre stack actuel. Ce choix-là, on ne l'a pas encore fait. Pour moi, il faut qu'on sache où on va côté business, côté produit. Et tant que ce n'est pas mûr côté produit, on ne va pas faire un choix qui sera pertinent. En fonction du niveau de finesse qu'on veut, de l'UX, etc., on va partir sur un choix ou un autre. Et pour moi, il faut avoir un maximum de contexte sur quel besoin tu veux répondre. Merci. Question ici. Dans les pratiques, tu n'as pas parlé des principes et patterns, principes solides, patterns MVC ou d'autres choses comme ça? Oui, j'avais un slide sur le bouquin du Gang of Four. Je l'ai enlevé parce que je ne savais pas s'il faisait référence auprès de tout le monde et je trouvais qu'il faisait un peu doublon avec celui sur la version de contrôle. Donc avant j'avais le slide sur le Goff, je l'ai enlevé lundi ou enfin je sais plus. Mes slides ils bougent régulièrement les jours avant ma conf. J'avais un slide là-dessus que j'ai pas mis. Les principes solides, ce qui m'embêtait c'est qu'ils sont arrivés tard finalement. Tout ce qui est arrivé avec Uncle Bob c'est arrivé plutôt 2006 je pense par là. Et pour moi, ça apportait pas beaucoup plus finalement que ces design patterns. Et les design patterns, j'ai préféré les enlever parce que pour moi, ils peuvent être très mal utilisés et générer beaucoup de complexité accidentelle. Et j'avais peur de perturber mon message en les mettant. Et du coup, un peu la même question avec la programmation fonctionnelle, voire réactive aussi. Oui. Alors, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Sur ce que je disais, forcément pour préparer la conf, j'ai lu pas mal de gens qui avaient cette tendance sur la boring tech, etc. C'est quelque chose qui a été très documenté ces dernières années. Eux, ils disent qu'en fait, ça apporte rien par rapport à la programmation structurée classique.
Après, c'est un sujet à débat pour moi et je suis pas assez. Enfin, je peux pas me positionner, j'ai pas assez d'avis fort. Enfin, et oui, ça fait partie des évolutions. Il y a d'autres questions? Moi, je voudrais en avoir une très rapide. Oui. Au tout début, tu parles de smoke test. Oui. Ça fait la deuxième fois que j'en entends parler en 2 semaines. Donc Oui. je me suis dit, moi qui suis non-tech, Oui. qu'est-ce que c'est grossièrement? Est-ce que tu peux... Alors, le- ouais. Smoke test, c'est des tests de fumée en français, c'est-à-dire qu'une fois que tu as livré, tu vérifies que t'as pas tout qui explose. Donc tu testes un happy pass assez simple et que finalement, quand tu fais le truc le plus basique que fait ton appli, t'as pas tout qui pète dans tous les sens. Donc tu fais un test sur vraiment le truc le plus basique sans aller dans toutes les règles métiers de ton appli. Et tu vérifies que tu arrives à aller sur la home, aller sur par exemple site e-commerce, le panier, machin. Tu fais 3 pages et tu vois que ça marche. Et tu dis ok, on arrive à faire ça. Normalement, j'ai pas tout pété. Je peux aller en prod. Et si ça marche pas, tu rollback directement ta livraison. Tu dis de toute façon, on a un truc trop important qui marche pas. Je peux pas laisser ça en prod. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Une question au fond. Dans une de tes slides, tu parlais effectivement de... tu veux que je parle plus fort peut-être? C'est bon, c'est bon. Dans une de tes slides, tu me présentais en fait l'agilité, enfin l'agile, Craft XP, je crois que tu mettais ensemble, et Lean. Oui. Pourquoi les opposer? Je les oppose pas. C'est juste que pour moi, c'est une adoption qui est différente sur les 3 aspects. Et j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui adoptent l'un et pas l'autre, etc. Et je voulais voir à quel point les 3 étaient adoptés. C'était pas pour les opposer, c'était pour voir à quel point l'une était adoptée ou pas, ou l'autre. D'accord. Et pour moi, les chiffres sont assez différents finalement. Parce que l'agilité, quasiment tout le monde dit en faire, alors que Lean du craftsmanship, c'est beaucoup moins. Mais c'est pas une opposition pour moi, c'est en complément. D'autres questions? Eh bien, dans ce cas, je propose qu'on s'arrête là. Ça Merci marche. beaucoup. Merci à tous. Et pour les gens qui sont sur Twitch, vous pouvez lancer le train de la hype.